Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Institut Nutrition. On va laisser les participants inscrits nous rejoindre et je vais commencer à prendre la parole d'ici 2-3 minutes. Et puis, il y a d'autres personnes qui se connectent au fur et à mesure. Ils pourront de toute façon avoir accès au replay. J'étais pas capable de dire bienvenue à ce combienième webinaire parce qu'on commence à en avoir fait un certain nombre maintenant. Donc je sais plus à combien on en est. Merci en tous les cas de votre fidélité. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des participants qui participent quasiment à chaque webinaire. Donc c'est super chouette. Merci pour ça. Hop. Ça va partager ou pas, hein? On va partager. C'est intéressant. Allez, on a un programme bien chargé, donc je lance officiellement le webinaire. Merci à tous d'être présents. Merci à ceux qui auront accès et qui prendront le temps de regarder le webinaire quand ce sera le bon moment pour eux. Je suis Anne Moreau, je suis la déléguée générale de l'Institut Nutrition et avec l'équipe, Fanny et Anna, on a travaillé aujourd'hui pour vous partager les conclusions d'un projet qui s'appelle le projet VGSIM, dans lequel l'Institut s'est engagé en 2022. Et nous avons invité deux de nos experts favoris pour répondre ce matin à la question comment concilier repas végétarien et plaisir de manger chez les jeunes en situation de handicap dans un secteur de restauration collective, dans un contexte de restauration collective. Dans la première partie de ce webinaire, on va avoir la joie d'écouter Jérémy Pellet, qui est diététicien et chargé de projet alimentation à la Fondation OVE, nous parler des bénéfices nutritionnels et environnementaux des légumineuses et de ce qu'ils peuvent apporter dans l'assiette. Merci beaucoup Jérémy d'être présent ce matin. Merci à vous. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Catherine Pinet-Fernandez. Catherine, tu es sociologue de l'alimentation et tu as passé beaucoup de temps et tu t'es beaucoup engagée dans le projet VGSIM puisque tu en étais la sociologue et tu étais chargée des observations et de leur retranscription. Merci pour le temps que tu as déjà consacré au projet et d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir, bien sûr. Super. Écoute, Jérémy, je vais te donner la main pour que tu présentes tes slides et puis tu disposes d'à peu près 20 minutes. Donc, je te dirai un peu 5 minutes avant qu'il te reste 5 minutes. Et puis, on va t'écouter avant de donner la parole à Catherine sur le partage des conclusions et des observations du projet VGSIM. Ça marche. Pour vous qui nous regardez, si vous avez des questions durant ce webinaire, je vous invite à les poser à travers l'onglet en bas à droite qui est l'onglet chat. Et donc, on prendra des questions en fin de présentation globale. On va pas le faire au fur et à mesure, on va attendre la fin. Si tu veux, pour plus de confort, Jérémy, tu peux faire masquer. Tu vois, tu as un petit bouton masqué, sinon tu vas avoir ce truc au milieu. Voilà. Ah oui, ouais, okay. Je coupe mon micro, on t'écoute. C'est tout bon. Ok, merci en tout cas pour cette introduction, Anne. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir être là, de partager ce que je peux partager et qui pourrait apporter à vos auditeurs. Alors, cette question, comment concilier les repas végétariens et le plaisir de manger chez les jeunes en situation de handicap? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on essaye de chercher à concilier les deux? Pourquoi est-ce qu'on cherche à manger végétarien d'ailleurs? On va essayer de répondre un petit peu à ces questions et on va voir en quoi les légumineuses finalement elles sont aussi au cœur de ce débat, à la fois pour des raisons de santé, mais aussi de préservation de l'environnement. Et on verra en partie, en tout cas de mon point de vue de diététicien à la Fondation OVE en lien avec la restauration collective,
les freins qu'on a pu identifier, et puis quelques pistes de solutions qui seront complétées bien sûr par Madame Pinet-Fernandez. Alors pourquoi manger végétarien? Je pense que c'est assez clair qu'au niveau international comme national, il y a une volonté d'améliorer le système de production, mais aussi la nutrition, l'environnement de manière générale, que ce soit la FAO avec le 10 février, l'instauration de la journée internationale des légumineuses, différents rapports, la journée cité1 qui est présent d'ailleurs sur le site de l'ONAV, qui on va dire va recommander, tout comme le PNNS, une diminution de la consommation de viande rouge, 500 grammes maximum ou 150 grammes de charcuterie maximum par semaine. On a les différentes lois EGalim, climat et résilience qui vont dans ce même sens d'aller vers une transition du système agroalimentaire de façon générale. Et ça va passer, entre autres, par une alimentation qui sera moins carnée et donc trouver des alternatives à ces apports qui viennent des aliments carnés et donc potentiellement des légumineuses ou du moins une alimentation qui va aller vers une alimentation végétarienne. Les légumineuses, je pense que la plupart, alors je ne sais pas combien il y a de diététiciennes, mais je pense qu'il y a pas mal de diététiciennes doivent connaître ce que sont les légumineuses qui proviennent de gousses, de la famille des fébacées. On les cultive pour l'alimentation humaine, mais aussi beaucoup pour l'alimentation animale, que ce soit les févéroles ou les soja. Et donc, de façon générale, on va les regrouper dans légumes secs, les plus connus, pois chiches, lentilles, haricots. Il n'y a pas vraiment de famille légumineuse dans la manière de voir les familles d'aliments de manière générale. Pourtant, c'est vraiment un aliment qui a beaucoup d'attributs assez particuliers, tant sur l'aspect nutritionnel que environnemental. Très rapidement, on n'a pas forcément une idée de la consommation de lait. En tout cas, moi, je ne l'avais pas clairement de la consommation de légumineuses aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regarde dans le temps, finalement, ça a beaucoup évolué. Dans les années 20, on en mangeait quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, 2 fois plus. Il y a eu une diminution jusqu'à dans les années 85 et dans les années 2008-2010, ça a commencé à remonter pour arriver en 2024 à environ 3 kilos par habitant par an. Et aujourd'hui, pour un chiffre un peu plus récent, 2021, il y a, on peut dire, une moyenne 50% de la population française qui va consommer au moins une fois par semaine des légumineuses, dont 18% qui les consomment plus d'une fois. Et ça va dans le sens des recommandations aussi du PNLS, d'augmenter la consommation de légumineuses. On conseille environ minimum 2 fois par semaine pour différentes raisons, et on les verra juste après. On va aller directement. Ouais. Alors, qu'est-ce que les légumineuses elles apportent réellement sur les bénéfices environnementaux? On peut s'interroger finalement sur la place qu'elles ont au niveau et les avantages qu'elles ont sur les bénéfices environnementaux. Et dans l'optique de réduire l'utilisation des engrais de synthèse, de mettre en place un système agroalimentaire qui inclut un roulement des cultures, qui soit diversifié. On parle de 5 à 9 cycles pour qu'il y ait vraiment une régénération des sols, qu'on n'utilise pas des engrais de synthèse. Et dans ce contexte-là, les légumineuses, elles ont vraiment une place très très intéressante pour ces 2 raisons. La première, c'est qu'elles vont, et je reviendrai dessus un peu sur la fin pour vous reprendre un peu tous ces éléments, puisqu'elles vont fixer en fait l'azote qu'il y a dans l'atmosphère, dans la terre, ce qui va permettre d'améliorer la fertilité des sols. Et elle va également, parce que son système racinaire est un peu différent et plus développé que la plupart des céréales qu'on va pouvoir cultiver, elle va pouvoir permettre une bonne aération des sols et éviter ce tassement de terre et ce dust bowl qu'on peut retrouver après une agriculture qui soit assez intensive. Après, les autres avantages, là on va être en comparaison aux viandes. Si on prend l'empreinte carbone d'une personne, si on prend la part de l'alimentation, de l'empreinte de l'alimentation sur l'empreinte carbone totale d'une personne, on est quand même à 24% de son empreinte carbone. Et sur ces 24%,
il y a presque la moitié qui est émise par la viande. Et donc, là aussi, le chiffre peut vachement varier en fonction de comment est-ce qu'elle est produite. S'il faut des grandes surfaces agricoles pour les nourrir, si la nourriture elle vient de l'autre bout du monde, si on utilise différents engrais, donc d'où est-ce que viennent ces engrais, etc. D'où l'importance de privilégier plutôt des élevages locaux et de qualité en fonction des labels. Et un deuxième élément qui est intéressant à regarder en comparaison aux légumineuses sur l'aspect environnemental, ça va être l'émission de gaz à effet de serre pour 100 grammes de protéines produites, puisque c'est aussi un des éléments sur lesquels on va être regardant en réfléchissant à une alternative aux viandes. On voit clairement la différence entre les deux qui est très conséquente. Encore une fois, ce chiffre peut varier en fonction de l'élevage, bien sûr. Et donc, on passe à la partie qui est un peu plus propre à ma spécialité, la nutrition et les bénéfices nutritionnels que peuvent apporter les légumineuses. La première, bien sûr, ça va être la source de protéines. Bien que ce soit un apport qui soit inférieur à la viande, ça reste une alternative qui est très intéressante. Déjà parce qu'elle ne contient pas de gluten, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais en complémentarité des céréales, on a une qualité de protéines qui reste très bonne pour une quantité qui reste raisonnable, même s'il y en a 3 fois moins. Sur une journée, ça reste assez facile d'apporter la quantité de protéines dont on a besoin. Et le deuxième apport des légumineuses, ça va vraiment être sa quantité de fibres. C'est un aliment très riche en fibres. En moyenne, on va dire, là aussi, ça va varier en fonction de la légumineuse. Mais 9,34 grammes pour 100 grammes, on imagine, et c'est cuit bien sûr, on imagine un plat de légumineuses, il suffit d'apporter quelques fruits dans la journée, en complément aussi des céréales et peut-être d'une poignée d'oléagineux, et on atteint facilement ces recommandations de l'ANSES. Ces fibres, elles vont avoir quand même des gros avantages et qui sont étayés aussi par des études scientifiques sur les bénéfices sur la santé. Premier, ça va être la diminution de l'indice glycémique. Lorsqu'il y a d'autres aliments aussi qui sont consommés avec les légumineuses, ça permet de ralentir cette diffusion des glucides dans le sang et d'améliorer le transit. Donc ça, c'est dû aux fibres majoritairement insolubles qui augmentent le volume des selles, qui vont stimuler la contraction de l'intestin, accélérer le transit, qui vont aussi nourrir le microbiote, d'où, entre autres, l'effet protecteur sur l'intestin. Alors, peut-être un petit point d'attention, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent être plus sensibles que d'autres par rapport à ces fibres. Et à savoir aussi que lorsqu'elles sont mal cuites, il y a des antinutriments qui peuvent limiter l'absorption de certains nutriments, certains minéraux, d'où l'importance du trempage des légumineuses. Et une autre manière de les consommer qui est très, très intéressante aussi, c'est en graines germées, sachant qu'il n'y a pas toutes les graines qui peuvent être consommées germées, à faire attention, mais il y a vraiment une bonne disponibilité des différentes vitamines et minéraux. Et ça évite aussi de tuer les vitamines thermosensibles à la cuisson. Je peux parler des minéraux, le principal sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, parce que voilà, c'est celui dont on parle le plus. Encore une fois, dans cette idée d'alternative à la viande, ça va être le fer, assez riche finalement en fer, bien que ce soit un fer non héminique, donc généralement moins bien absorbé que le fer qu'on va retrouver dans les viandes. Même si c'est le cas, il y a quand même des facteurs qui vont influencer cette absorption. Plus on a moins on a de réserves de fer, plus notre corps, parce que ça reste une machine assez exceptionnelle, le corps humain qui s'adapte aux situations, aux conditions dans lesquelles elles sont, pas autant que les plantes et les arbres en général, mais voilà, on a quand même des grandes capacités. Donc, moins on a de réserves, plus on va augmenter notre capacité d'absorption. La proportion de fer dans l'alimentation est idem. Si une personne mange finalement assez peu de fer aminique, assez peu de viande, et sa capacité d'absorption du fer aminique va augmenter également. Et il y a d'autres composés qui peuvent augmenter ou diminuer l'absorption. La vitamine C, c'est un des éléments
qui va augmenter cette absorption. Dans une salade de lentilles, par exemple, du jus de citron ou même du jus d'orange, des lentilles corail à l'orange, par exemple, c'est une bonne combinaison qui favorise l'absorption du fer. Et à l'inverse, qui peut diminuer l'absorption, on a probablement déjà, la plupart d'entre vous, entendu le fait de boire du thé, du café ou les tanins en général suite à un repas, qui peut diminuer l'absorption du fer. Donc, de manière globale, et c'est vrai que la plupart de ces avantages sont liés à leur teneur en fibres. Ça va être la réduction des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, notamment un cancer colorectal. On parlait de l'effet sur la glycémie, donc c'est intéressant dans la prise en charge du diabète, qui va contribuer du coup au bon équilibre glycémique. Et là, statistiquement, les plus forts consommateurs de protéines végétales sont des individus qui sont en général mieux protégés contre les risques de mortalité par infarctus et par cancer. Au niveau des points de blocage, parce que là, on a vu tous les bénéfices que pouvaient avoir les légumineuses comme alternative à la viande dans ce contexte où on essaye de trouver des alternatives, on essaye de jouer sur l'alimentation des personnes, de changer les conceptions, les manières de manger. En tout cas, les trois principaux axes sur lesquels on a pu vraiment se poser des questions, on essaie de travailler dessus. Ça va être en premier lieu la résistance culturelle et psychologique. Tout ce qui est autour des habitudes alimentaires finalement et des préjugés, de la perception que les personnes peuvent avoir de l'alimentation végétarienne. Et ça vraiment à tous les niveaux, que ce soit les professionnels qui accompagnent les jeunes, que ce soit les chefs qui vont cuisiner les repas, qui vont préparer les repas, comme les personnes accompagnées aussi. Il y a vraiment cette image de l'alimentation végétarienne qui est soit féminisée, soit vieillot, soit en fait qui ne rentre pas du tout dans leur culture ou dans leurs habitudes, parce que pas tous sont tous les midis accueillis sur nos structures. Il y en a qui sont en internat, d'autres qui viennent 1-2 jours par semaine, donc ça correspond tout simplement pas forcément à leurs habitudes. Sachant que même au niveau sociétal, on parle beaucoup de l'augmentation du nombre de végétariens, ça reste, même s'il y a un certain engouement, ça reste assez minoritaire. On est à quoi, j'ai regardé quelques études, 2-3%. Donc, on n'est finalement pas dans quelque chose de très répandu finalement. Le deuxième gros frein, ça va être gros frein, un peu moins gros que le premier, même beaucoup moins gros que le premier, ça va être la formation du personnel. D'une part parce qu'il y a un certain turnover, donc même s'il y a une sensibilisation au long terme des chefs, s'ils partent, il faut reprendre ce travail avec les nouveaux chefs. Ils ne savent pas forcément cuisiner les plats végétariens. On en a un qui est vraiment... Il fait même ses yaourts en restaurant. Alors, il sert 80 repas, mais il fait ses yaourts lui-même, dans les bonnes conditions d'hygiène, etc. Et il nous dit, mais quand je prépare mes plats végétariens, même si je sais qu'il y a les apports, je sais que ça suffit au niveau nutritionnel, j'arrive pas à me dire que c'est un plat complet, puisque moi j'ai appris, c'est la viande et en accompagnement, à la limite, les légumineuses, mais jamais en plat principal. Et le troisième élément, ça reste l'approvisionnement, parce que, mine de rien, avec notamment les différentes lois Egalim, climat résilience, qui nous sont imposées au niveau de la restauration collective, en fait, il y a beaucoup de demandes. Et même, j'en parlais la semaine dernière, en fait, on avait plus de produits, par exemple, complets. On n'avait pas alors c'était les lentilles vertes qu'on pouvait pas avoir. En fait, il y a vraiment des difficultés d'approvisionnement quand on essaye de mettre des légumineuses et des produits complets, toujours dans cette optique de suivre les recommandations communes et d'augmenter les fibres dans la restauration collective. Donc, ça va être vraiment les trois principaux freins qui prennent des formes très diverses pour le premier. Donc, il y a un gros travail de communication qui a été lancé depuis l'an dernier. Et je voulais revenir un peu sur ces aspects environnementaux et nutritionnels et juste vous exposer comment les deux vont finalement très bien ensemble, et on voit vraiment une interaction qui est vertueuse entre les deux. Parce que bien que les recommandations aillent vers la diminution de la consommation de viande, et là on voit la fiche du PNNS à gauche, l'augmentation des produits complets, des légumineuses, etc., et la diminution de la viande rouge, de la charcuterie,
Si on imaginait, et j'ai réfléchi à ce schéma et j'en parlais beaucoup avec ma collègue qui est dans le développement durable et qui est dans l'agroalimentaire aussi. Si on partait à dire que tout le monde devrait devenir végétarien, finalement, on aurait moins de prairies puisqu'il n'y aurait plus besoin de nourrir des bêtes. Et il faut savoir que la France, à l'origine, était quand même une grande forêt qu'on a défrichée pour faire de la culture. Donc, on retrouverait soit des forêts, soit une augmentation de la culture, mais finalement, on n'aurait plus d'engrais naturels si on n'a plus de bêtes qu'on élève. Et ça ramène un peu à ce risque qu'on avait eu dans les années 30 dans Oklahoma, Texas, Texas, Kansas, aux États-Unis, où il y avait vraiment, c'était une catastrophe environnementale et agroalimentaire, puisqu'en fait, il y avait une grosse érosion des sols et des tempêtes de sable. Et donc, au niveau local, l'importance qu'il peut y avoir d'avoir une consommation raisonnée, dans le sens où il y a des prairies et des cultures, pour à la fois avoir de l'engrais naturel et des champs qui, dans le respect des cycles des cultures, qui incluent les légumineuses, soient vraiment fertiles. Ben, finalement, ça a un intérêt au niveau nutritionnel, puisqu'on apporterait aussi, on inclurait les légumineuses dans ce cycle, d'où l'importance de la captation de l'azote et du système racinaire qui permet cet entretien des sols sans utiliser d'engrais naturels. Donc, il y a vraiment cette interaction vertueuse entre les deux que je trouve très intéressante. Et quelques éléments qu'on applique et qui peuvent prendre vraiment différentes formes selon le public, selon les situations, pour aller dans ce sens de l'éducation alimentaire, dans le travail autour des représentations autour de l'alimentation végétarienne. C'est que, tu as différentes études, hein, le message de santé est moins mis en avant et on va plus être sur de l'expérience positive, qu'elle soit alimentaire, au niveau du goût, le travail sur des recettes gourmandes, des recettes qui plaisent. Et là, je pense que Madame Pinet-Fernandez développera aussi un peu là-dessus. Des expériences positives sensorielles. Là, il y a encore des outils développés par l'Institut Nutrition sur tout ce qui touche aux légumineuses, sur les découvertes sensorielles, faire découvrir au toucher les lentilles ou les pois chiches ou les haricots rouges. Et social aussi, finalement, d'être avec des gens qu'on apprécie autour d'une table ou d'un environnement qui soit agréable. Donc, l'influence de cette expérience positive autour des légumineuses qui a vraiment, nous aussi, on le met en place via des ateliers cuisine, des stands sur différents événements. On était au Spécial Olympique où il y avait quand même 1500, même plus, 1500 participants à travailler autour des légumineuses, des fruits et légumes, etc. Donc, vraiment autour de cette expérience positive. Deuxième élément, la répétition, que ce soit en restauration collective ou les repas pédagogiques pris sur les structures, le fait de répéter, ça favorise, on va dire que ça fait diminuer aussi la peur qu'il y a autour de ces aliments et ça favorise l'habituation à ces aliments et donc leur incorporation petit à petit dans le répertoire alimentaire des personnes, de tout âge d'ailleurs. Avec le public en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à plutôt 40, 50 fois pour certaines personnes avec troubles du spectre autistique. Un apprentissage, alors pas forcément pleine conscience, mais en tout cas, le fait de simplement prendre le temps de réfléchir sur l'environnement de repas qui soit le moins stressant possible, qui ait le temps de manger en tout cas, et plus globalement, le fait d'accroître les connaissances autour des aliments. Là encore, ça prend des formes très diverses, ça peut être des sorties voir des champs de légumineuses, de faire pousser ces légumineuses, comme encore une fois les outils de l'Institut Nutrition. Et le dernier, c'est vraiment le rôle des autorités en tant que modèle, d'autant plus avec un public en situation de handicap, où le fait ce que je dis parce que je fais, ça marche pas tant que ça, mais à l'inverse, de tout simplement faire par imitation. Je pense à un exemple des petits déjeuners où quelqu'un mangeait, c'était des œufs pour le coup, c'était pas en lien avec des légumineuses, mais petit à petit, c'est passé de la moquerie à l'imitation. Donc, il y a vraiment ce rôle d'autorité en tant que modèle qui est important. Donc, voilà un peu pour les pistes d'action qu'on peut mettre en place pour favoriser cette consommation de légumineuses dans tout ce contexte et sans perdre le plaisir finalement. Merci beaucoup Jérémy, merci de nous avoir un petit peu rappelé pourquoi l'Institut Nutrition s'est engagé sur ce projet VGSIM. Alors je reprends la main quelques instants pour justement vous en dire quelques mots de ce projet VGSIM. Et vos questions, vous oubliez pas, vous pouvez les mettre en direct et on les posera en fin de présentation. Parce que la loi Egalim
nous l'a proposé, c'est-à-dire d'augmenter les quantités de légumineuses proposées dans des contextes de restauration collective, et parce que les légumineuses ont un bienfait pour les sols, pour l'environnement et pour la santé, nous avons essayé de créer un projet de recherche. Enfin non, nous n'avons pas essayé, nous avons créé un projet de recherche participative qu'on appelle également Living Lab et que nous avons appelé VGSIM, qui s'est penché sur la question de se dire si on veut faire ce que le législateur nous demande et si nous ne voulons pas faire de compromis sur le plaisir à manger des jeunes, il faut que l'on trouve et qu'on identifie des leviers pour les jeunes, mais aussi les animateurs, mais aussi les chefs, pour tous ceux qui sont concernés par cette problématique de proposer des plats à base de légumes secs dans un contexte institutionnel avec des jeunes aux besoins spécifiques. C'est comme ça qu'est né le projet VGSIM. Il a eu lieu en 2022. En 2023, on a compilé les données et on a commencé à travailler sur les outils. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment répondre à 3 objectifs majeurs. La première, c'était de jouer notre rôle sociétal, de se dire comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on favorise cette transition alimentaire souhaitée par le législateur et comment est-ce qu'on l'accompagne et venir éclairer les comportements alimentaires et ce qui était vraiment en jeu. Ensuite, on a essayé d'être innovant et de faire émerger des pistes de solutions. Et pour faire émerger des pistes de solutions, il a fallu comprendre quels étaient les facteurs clés d'acceptabilité de ces protéines végétales. Finalement, comment on allait réussir à stimuler du désir et de l'acceptation. Et puis, on a vraiment identifié, comme tu le disais, Jérémy, que les chefs cuisiniers étaient un maillon essentiel de cette transition alimentaire et du fait de pouvoir proposer de façon gourmande des produits, des repas végétariens, notamment à base de légumineuses. Et on s'est dit que eux-mêmes, pour la plupart, étant donné que c'est 2% de la population, la plupart des chefs cuisiniers ne sont pas eux-mêmes végétariens, peut-être ne sont pas habitués à mettre en œuvre et à cuisiner des légumes secs. Et il nous a semblé que c'était vraiment une cible importante pour VGSIM si on voulait compter sur eux et si on voulait leur donner des connaissances et travailler, augmenter leur niveau de conviction quant à l'intérêt de ces légumes secs dans les menus. Voilà ce que le projet de recherche VGSIM s'est appliqué à faire. Et puis, comme à chaque fois à l'Institut Nutrition, on conduit un projet de recherche. Et ce qui nous intéresse après, c'est de venir partager largement nos conclusions. C'est ce qu'on va faire avec Catherine tout de suite, qui va nous parler de ce qu'elle a observé et des pistes d'action. Mais encore, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Institut Nutrition, de pouvoir créer des outils et de les faire diffuser le plus largement possible au niveau national. Donc, peut-être que certaines personnes ne sont pas inscrites au webinaire, mais en tout cas, nous, on a envie de démocratiser les outils qu'on a créés pour répondre à ces enjeux. J'avais oublié que j'avais cette slide. Juste un tout petit mot pour vous dire que ce Living Lab, on l'a pas fait tout seul. Alors, on l'a fait avec le soutien de Catherine en tant que sociologue, le soutien des chefs du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse qui s'appelle l'Institut Life aujourd'hui. Et on a obtenu également avec plaisir le soutien de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a aidé à faire émerger et à construire le projet. La différence entre un projet de recherche classique et un Living Lab, c'est vraiment le côté laboratoire d'innovation in situ. C'est-à-dire on va rencontrer les usagers, tous les usagers, les chefs, les jeunes, les éducateurs, et on fait émerger ensemble une problématique commune. Et c'est comme ça qu'on a vraiment centré la problématique sur laquelle on avait envie de travailler. À l'issue de tout ce travail, et pour répondre à ces objectifs et en respectant ce qu'est un Living Lab, on a construit 3 outils que l'on est ravi de mettre à votre disposition. Les 2 premiers outils sont déjà à votre disposition depuis la rentrée 2023 et l'innovation de cette rentrée 2024, c'est la mise à disposition de notre formation en ligne. Les 2 premiers outils déjà disponibles en libre téléchargement sur le site de l'Institut Nutrition dans la rubrique VGSIM, ce sont des fiches ateliers qui s'appellent à la découverte des légumineuses, qui sont à destination des éducateurs, des aidants et des proches des jeunes en situation de handicap et qui vont permettre,
en fonction du niveau et de la sensibilité des jeunes, de proposer au choix un atelier de cuisine simple, un peu clé en main, où on dit les ingrédients qu'il faut, le matériel qu'il faut, etc., pour faire un brownie à base de haricots rouges, par exemple. Donc voilà, des ateliers cuisine accompagnés par nos outils. On a également un atelier autour des 5 sens qui permet de faire travailler la sensorialité des jeunes pour les légumineuses, dans l'objectif de créer une expérience positive toujours. Donc les 3 ateliers ont vraiment cette vocation-là de créer de l'expérience positive. Et le dernier atelier, pour les jeunes qui ont la capacité de lire et d'aller un petit peu plus loin sur certaines connaissances plus théoriques, c'est vraiment de l'apprentissage autour de la germination, de la culture de ce qu'est un légumineuse, de ce qu'est un légume sec, et de façon un petit peu plus académique cette fois-ci. Ensuite, on a travaillé à l'émergence de livres de recettes validés par les jeunes. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur tous nos enseignements et on a créé un livre de recettes validé, en fait, et adapté au goût des jeunes. Donc, il est disponible en libre téléchargement sur le site de l'Institut Nutrition. Et si vous voulez le commander en format livre, il faut contacter l'Institut Nutrition. Et pour le coup, c'est payant, mais c'est 8 € le livre, donc c'est vraiment pas cher. Et enfin, et c'est la nouveauté, la formation en ligne gratuite pour les chefs en structure médico-sociale qui s'appelle « Intégrer les légumineuses de façon gourmande dans l'assiette des jeunes en situation de handicap ». On va pas faire une expérience immersive aujourd'hui, on va pas se plonger dans la formation en ligne. On va donner la parole à Catherine, qui a été un des experts qui a le plus contribué à la formation en ligne et dont vous allez pouvoir retrouver les enseignements qu'elle va vous proposer de façon synthétique aujourd'hui, de façon plus détaillée sur la formation en ligne. Voilà, donc Catherine, je te laisse avec joie la parole pour donner envie à ceux qui nous écoutent de s'inscrire à cette formation en ligne. Eh bien, très bien. Surtout que j'ai très peu de temps, donc du coup, ça va être un petit peu rapide. Je vous renverrai régulièrement. Hop, je vais peut-être partager tout mon écran, ça sera certainement mieux. Désolée pour le visuel intermédiaire, pas extraordinaire. Voilà. Donc, du coup, l'idée là, c'était de partager des observations et des recommandations. J'ai pas trop développé non plus les recommandations parce que, comme elles sont toutes dans la formation de manière hyper détaillée, ce sera voilà, j'avais pas assez de temps pour faire tout ça. Donc, petit rappel de ce qu'avait dit effectivement Anne. On a observé donc des enfants en situation de handicap pendant leur repas. C'était 3 groupes donc du Centre d'éducation motrice de la Fondation Richard. Et pour compléter ces observations de repas, j'ai également interrogé des professionnels qui entourent ces enfants-là, certains parents, et puis 6 entretiens avec des enfants, bien que, bien évidemment, à la fin de chaque repas, je discutais beaucoup avec tous les enfants. C'était essentiel pour bien comprendre leur comportement et leur rapport à l'alimentation. Par rapport à ces jeunes en situation de handicap, et le rapport à l'alimentation, je vais vous en dire un petit peu plus. En premier lieu, donc le public observé, c'était des enfants âgés de 11 à 14 ans qui étaient très présents au CEM, et c'est important quand on parle d'alimentation et d'intégrer de nouveaux aliments, de nouvelles recettes. On avait quand même des enfants qui étaient très très présents, beaucoup d'internes et d'internes partiels qui passaient donc qui consommaient la plupart de leurs repas en institution. Donc ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on leur propose. Le soir, ils ne mangent pas forcément ce que leur proposent leurs parents de manière précise. Ces enfants-là, au niveau des difficultés qu'ils pouvaient présenter au niveau des origines de leurs difficultés, certains étaient atteints de myopathie, certains avaient eu des souffrances au moment de la naissance avec du coup des conséquences, des maladies rares, des AVC, des tumeurs, des accidents de la vie qui avaient amené donc pour ces enfants accueillis un handicap moteur, parfois en plus des troubles du comportement, des troubles cognitifs, des troubles psychiatriques, et puis parfois aussi d'autres conséquences encore, de l'obésité, des troubles de la vision et des difficultés respiratoires, etc. Donc en gros, des enfants qui ont des handicaps très variés et donc à chaque fois des adaptations spécifiques. Et du coup, au niveau du repas, c'était des enfants qui avaient des adaptations, donc des adaptations ergonomiques pour boire, pour manger, mais également éventuellement pour l'assise. C'était adapté vraiment à chaque enfant.
Et puis des enfants qui bénéficiaient également d'adaptation d'un point de vue de l'alimentation. Il y avait quelques enfants avec des allergies et intolérances alimentaires, quelques enfants qui avaient besoin d'apports nutritifs spécifiques en fonction de leurs problématiques, et puis quelques enfants notamment plutôt atteints de troubles du spectre autistique qui pouvaient rejeter certaines saveurs, certaines textures ou certaines couleurs. Et puis, de manière plus importante, il y a des enfants qui avaient une fatigue liée à la mastication, des troubles de l'oralité ou des troubles de la mastication ou des troubles de la déglutition. Et donc, au final, on aboutissait quand même à environ un tiers d'enfants qui bénéficiaient d'une texture spécifique, haché tendre, haché sécurisé ou mixé, ce qui a un impact aussi dans leur rapport à l'alimentation, bien évidemment. Alors, j'ai interrogé les enfants et les familles, hein, et donc l'alimentation est clairement, c'est une dimension centrale pour ces enfants. Les parents nous disaient souvent que c'était souvent une source de difficulté, parfois depuis la naissance ou de manière plus ponctuelle. Et donc, la plupart des enfants avaient été soit suivis par un diététicien ou une diététicienne, soit envoyés ponctuellement. Et par contre, clairement, l'alimentation, c'était une source de plaisir majeure, notamment gustative, notamment sur des enfants qui étaient porteurs de handicap très très lourds, pour qui ce plaisir-là était très central. Et puis aussi, d'un point de vue culinaire, le plaisir notamment de cuisiner pour ceux qui le pouvaient avec leurs parents, c'était quelque chose d'important. Au final, et c'est important quand on parle de repas végétariens, on va le voir, une alimentation à domicile qui est quand même plutôt différente de celle proposée au CEM, souvent moins variée parce que les parents ont du mal à parvenir à faire accepter à leur enfant une alimentation diversifiée. Il y avait un enfant par exemple qui ne mangeait que des pâtes chez lui, et donc sa mère était ravie qu'au CEM l'enfant consommait une alimentation plus large. Et puis aussi pour les enfants qui bénéficient d'une texture spécifique, je me suis aperçue qu'à la maison souvent c'était beaucoup plus, ils avaient accès à un nombre de textures plus large parce que les parents connaissaient bien leurs enfants et du coup pouvaient prendre entre guillemets certains risques plus que dans un cadre institutionnel. Et puis le repas également, là c'était flagrant dans les observations, c'était un moment central pour les enfants en institution. C'est une source de sociabilité majeure, le plaisir de retrouver les autres, très clairement. C'est également un repère temporel important dans la journée qui permettait à certains enfants de bien pouvoir se situer dans la journée. Et les éducateurs utilisaient ce moment-là d'ailleurs pour se faire. Et donc du coup, c'est vraiment un moment très très important, très attendu par les jeunes. Donc il est important que lorsqu'on leur propose des plats, un repas, etc., qu'ils soient relativement adaptés à leurs besoins, mais également qu'ils tiennent compte de leur goût. Que ce soit pas un repas où finalement peu de choses sont consommées. Et le repas, je me suis également aperçue que c'était un moment complexe à gérer pour les professionnels. Alors notamment le début de repas, puisqu'en fait, notamment au CEM, hein, les enfants arrivent souvent de manière échelonnée. Donc les professionnels doivent gérer les arrivées, doivent réceptionner les plats et vérifier un peu si tout est là et comment est-ce qu'ils vont le servir. Au niveau des différentes textures également, gérer ça. Des enfants qui reviennent de leurs activités qu'il faut éventuellement pour certains aider aux toilettes, etc. Enfin vraiment beaucoup de choses à gérer. Et puis en plus, tout au long du repas, bien évidemment, il y a des interventions personnalisées systématiques. Rappeler à un enfant qu'il doit manger parce qu'il a tendance à se décentrer, donner à manger éventuellement à la cuillère à un autre. Enfin voilà, les professionnels sont très très investis dans ce temps-là et ils ont à faire. Et du coup, on s'aperçoit que quelque chose qui peut paraître simple d'un point de vue théorique, en tout cas, n'est pas si évident, notamment le simple fait de faire que chaque enfant ait bien connaissance du menu qui allait lui être servi pour ces enfants qui mangeaient directement dans le service. Et avec l'arrivée échelonnée, c'était pas facile pour les professionnels de trouver le bon moment où tout le monde pouvait être à l'écoute. Donc en fait, ça n'était pas si simple et on verra que c'est intéressant pour les enfants pour qu'ils investissent bien le repas. Les enfants globalement étaient satisfaits des repas au CEM. Et puis, alors, ce qui était intéressant aussi dans les observations, c'est qu'au final, ces enfants en situation de handicap sont d'abord des enfants et que les goûts et les dégoûts qu'on rencontre habituellement lorsque je fais des observations, par exemple, en restauration collective dite plus ordinaire, en milieu plus ordinaire, finalement, il y a énormément de points communs
pas forcément de révolution. Ce qui change, un point quand même majeur, distinctif chez ces enfants-là, ça va être une nécessité souvent d'une dimension crémeuse, fondante au niveau texture, auquel les chefs sont très attentifs parce que très vite le repas ne peut ne pas être consommable par les enfants s'il n'y a pas cette dimension crémeuse et fondante. Et puis beaucoup de réceptions variables du repas en fonction du profil de mangeur de chaque enfant. Globalement, on avait certains enfants avec des comportements très très restrictifs, très néophobes, hein, d'autres comportements qui étaient plutôt moyennement restrictifs. On avait d'autres enfants qui avaient carrément un comportement gastronomique, qui étaient capables d'argumenter beaucoup sur ce qui leur avait plu ou déplu dans le plat. Et puis des enfants, alors souvent avec un retard mental plus important, des enfants avec un comportement peu critique qui finalement consomment un petit peu tout ce qu'on leur donne sans forcément de feedback par rapport à tout ça. Donc en conclusion, des jeunes en situation de handicap qui vivent au quotidien de nombreuses contraintes en lien avec leur handicap et en lien avec leur institutionnalisation. Du coup, l'alimentation, pour eux, c'est vraiment un moment très important, particulièrement associé au plaisir. Donc, il est vraiment nécessaire d'être attentif lors de l'introduction de nouveaux aliments et de nouvelles recettes pour que leur acceptabilité soit maximum. Et il y a un certain nombre de pistes qui permettent de favoriser cette acceptabilité. Au niveau de l'image de la représentation sociale des repas végétariens, donc j'ai interrogé les parents sur leur représentation des repas végétariens, c'était très intéressant. Donc très peu de repas végétariens à la maison, de plats végétariens. Souvent lorsqu'il y en a, ce sont des plats à base d'œufs essentiellement. Et puis c'est là qu'on voit que la connaissance sur les plats végétariens est limitée. Certains parents ont évoqué des pâtes avec du jambon et des quiches lorraines. Donc il y avait l'idée que le plat végétarien c'était le plat un peu rapide. Voilà, sans forcément avoir un vrai morceau de viande. Donc ça, c'était assez intéressant et surprenant à la fois. Mais on voit que c'est pas dans leur mode de pensée d'aujourd'hui. Et au niveau des protéines végétales, je me suis aperçue que les enfants mangeaient et connaissaient des lentilles. Ils pouvaient parfois en avoir à la maison, des pois chiches. Qui pouvaient également être proposés, notamment dans les familles originaires d'Afrique du Nord. Et puis les haricots rouges, ça pouvait arriver aussi. Mais systématiquement, lorsque des protéines végétales étaient proposées, elles étaient systématiquement associées à de la viande. C'était pas du tout dans une logique végétarienne. Donc des parents globalement plutôt satisfaits par le fait que soient servis des repas végétariens à leurs enfants au CEM. Alors souvent ils ne le savaient pas, hein, c'est moi qui le leur apprenais, et ils se disaient tant mieux si ça peut permettre de diversifier leur alimentation, pourquoi pas. Pour les professionnels, donc des professionnels que j'ai interrogés aussi, qui étaient globalement plutôt réceptifs, hein, avec des plats végétariens plutôt bien accueillis, avec toutefois l'idée, là aussi, l'alimentation végétarienne leur parlait assez peu. Ils se limitaient souvent aux plats à base d'œufs, sauf pour les personnes avec lesquelles j'ai échangé au CEM. Surtout, il y avait une professionnelle qui connaissait très bien les repas végétariens, mais pour les autres, c'était très vague. Et on avait quand même certains professionnels qui avaient des difficultés à comprendre certains repas, donc notamment lorsqu'il y avait féculents plus protéines végétales. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on le sert? Et puis pour certains, une difficulté à les accepter, des chefs qui disaient que certains professionnels pouvaient venir demander de la viande. Donc voilà, il y a une certaine méconnaissance liée à ces repas-là, peu de familiarisation qui peut nécessiter pour certains donc éventuellement un apport de connaissances, une formation. Et pour les jeunes, alors peu d'enjeux. Globalement, les jeunes ne savent pas ce qu'est un repas végétarien, alors même que j'étais venue en me présentant, en expliquant que j'observais surtout les repas végétariens. Lorsque je les ai interrogés après, ils savaient pas ce que c'était un repas végétarien. Ils ne parvenaient pas à citer les plats végétariens servis lors des derniers jours ou derniers mois au CEM. Pour avoir des renseignements sur le passé, je demandais souvent aux professionnels accompagnants. Et lorsqu'un repas végétarien était annoncé ou servi, il n'y avait pas de réaction positive ou négative spécifique, c'était plus la réaction à l'intitulé du plat que sur le fait qu'il soit végétarien ou pas. Donc des menus végétariens qui, dans le cadre de ces observations-là, ne posaient pas vraiment de problème. La problématique portait plus sur les recettes et leur construction, plutôt que sur un besoin de compensation d'une absence de viande. Donc voilà.
Pour les adaptations, alors les chefs, depuis quelques années, préparent régulièrement des plats végétariens. Donc, ils ont observé des choses. Ils donc proposent déjà pour certains des adaptations. Notamment, ils se sont aperçus que les légumes secs en salade passaient bien, comme les salades de lentilles auprès de ces enfants-là. Ils se sont aperçus qu'il y avait une nécessité que ces légumineuses soient particulièrement tendres. Donc, la plupart proposaient ces légumineuses en boîte parce qu'ils se sont aperçus que la texture était beaucoup plus tendre que si eux-mêmes les prenaient et les faisaient cuire eux-mêmes. Donc, finalement, ils voyaient bien qu'il y avait une acceptabilité plus forte avec ces produits en boîte. Ils proposaient pas de steaks végétaux ou de boulettes végétales, qui posent beaucoup de difficultés pour ces enfants-là, souvent au niveau de la consommation, et puis qui ne satisfaisaient pas forcément les enfants. Par contre, ils voyaient bien qu'au niveau plat végétarien, les plats de type féculents, fromage, légumes, ça fonctionnait bien, notamment par exemple les lasagnes, épinards, fromage, je vous en reparlerai après. Ils se sont aperçus également d'une grande nécessité d'intituler les plus clairs possibles. Il ne faut pas parler de lasagne végétarienne ni de couscous végétarien ou végétal, ça ne marche pas. Les enfants projettent tous les légumes qu'ils n'aiment pas sur cette recette, donc il faut être précis sur leur contenu. Ils avaient également une attention particulière à la cuisson pour tous les ingrédients de la recette. Donc notamment lorsqu'il y a du féculent et ou des légumes, ils les cuisaient plus que ce qui leur était conseillé dans leur formation initiale de chef de cuisine, pour que les enfants puissent plus facilement les consommer. Et puis toujours éviter les textures trop sèches. Donc ils pensaient souvent à rajouter de la crème fraîche, de l'huile, de la sauce tomate, voilà, des éléments, vous en saurez plus effectivement dans la formation, qui permettent justement à ces enfants de pouvoir ingurgiter, manger les repas avec plus de facilité. Donc, des repas végétariens plutôt validés par les professionnels, les parents et les enfants, et avec un enjeu fort, associer les repas végétariens à de l'alimentation plaisir, et là j'insiste là-dessus, pour que les moins de 15 ans, comme les plus de 15 ans, les investissent à long terme. Parce que les chefs s'aperçoivent que quand les enfants quittent le CEM et ont accès, en plus des repas de la fondation à des repas en extérieur, les enfants ont tendance à désinvestir les repas de la fondation et à manger plutôt en extérieur, parce que les repas de la fondation ne sont pas toujours associés à des repas hyper gourmands. D'où la nécessité vraiment d'amener beaucoup de gourmandise pour faire que les enfants restent et continuent à consommer ces repas équilibrés. Donc même s'ils les trouvent bons, il faut vraiment qu'il y ait un enthousiasme, les enchanter, ces repas-là. Donc quelques recommandations. Au niveau de l'environnement, donc là, dans la formation, vous avez vraiment des choses détaillées à ce propos. Vous avez en premier lieu tout ce qui est l'appellation du repas, donc du plat. Donc je vous ai déjà parlé du végétarien végétal. Évitez aussi les formulations de type aux légumes, parce qu'il faut préciser le légume dont il s'agit. Il y a beaucoup de freins autour des légumes chez les enfants en général, ces enfants-là en particulier. Et puis, donc une appellation pas trop longue également. Et puis, éviter le sans viande qui accentue l'absence et une éventuelle frustration, alors qu'en fait, elle n'est pas forcément notée, notamment pour ces enfants-là. Donc, je vous ai mis dans le cadre des observations que j'avais menées une photo justement d'un plat de lasagne épinards, fromage de chèvre, où lorsque le plat avait été annoncé, les enfants étaient carrément enthousiastes et ont beaucoup consommé ce plat-là. Il y a également l'importance de l'accompagnement des professionnels. Dans le cadre d'une de mes observations, il y avait deux groupes différents. Un groupe où les professionnels n'avaient pas compris le plat et du coup les enfants l'avaient peu investi, les professionnels avaient manifesté le fait qu'ils étaient un petit peu dubitatifs. Et dans un autre groupe parallèle, il y avait une professionnelle qui connaissait très bien les plats végétariens et qui du coup a tout de suite présenté le plat de manière très positive. Et là, les enfants l'ont quand même consommé de manière beaucoup plus importante. Donc, c'est important de discuter avec les enfants sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils vont manger dans la semaine, de pouvoir autant que faire se peut, leur annoncer le menu, etc. Ça les aide aussi au niveau de l'acceptabilité. Et puis, l'implication des jeunes. Implication, ça peut être en cuisinant avec eux, mais ça peut être aussi tout simplement, et ça, j'ai interrogé aussi les chefs en IME, le point commun, c'est que lorsqu'on leur
permet de choisir une partie, un ingrédient, une partie de leur plat, ça fonctionne bien. Par exemple, à la fondation où j'ai fait les observations, ils avaient la pasta partie où les enfants avaient les pâtes et puis ils pouvaient choisir entre 2 sauces. Donc, on pourrait, sur les légumineuses, le fait d'avoir des pâtes, 2 sauces différentes à base de légumineuses, et on demande à l'enfant de choisir la sauce qu'il souhaite consommer, ça peut amener un plus grand investissement du plat que si la sauce est imposée. Au niveau du contenu de l'assiette, alors là, l'élément majeur, c'est la texture homogène. Donc là, je vous ai mis une photo d'un taco à la base avec des haricots rouges et du maïs. Donc au niveau de texture, c'était très très difficile à gérer. On n'était pas du tout sur une texture homogène. Et il y avait eu beaucoup de déchets ce jour-là. Si le maïs avait été enlevé et si le haricot rouge avait été mixé, les enfants auraient beaucoup plus facilement investi ce plat-là. Sur la texture homogène, ça peut être aussi si on mélange, par exemple, dans ce plat végétarien, plusieurs légumes, de mettre ensemble des légumes qui ont plutôt des textures similaires pour éviter d'avoir, là encore, trop de choses à gérer en bouche et de favoriser aussi la néophobie pour les enfants qui ont un comportement plutôt néophobe. L'importance de l'esthétique joue. Donc là aussi, c'est beaucoup plus développé dans la formation, mais là, je vous ai mis une photographie également du même plat, mais qui a été servi dans 2 services différents avec deux gastro différents. Donc il y en avait un qui était beaucoup plus aqueux et l'autre qui était un petit peu moins, un peu plus sec, un peu plus visuellement un peu plus agréable. Et clairement, les enfants qui avaient bénéficié du plat visuellement plus agréable ont beaucoup plus investi que celui qui avait cette eau trop présente dans l'assiette. Et au niveau des choix et des recettes et des ingrédients, alors là, ce serait très long à développer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des choix à effectuer qui sont intéressants et qui peuvent largement influencer l'acceptabilité du plat. Par exemple, lorsqu'on veut introduire un nouvel ingrédient que les enfants ne connaissent pas, il faut éviter en plus d'avoir une recette originale. Et il vaut mieux choisir une recette qu'ils connaissent déjà avec juste l'ajout de cet ingrédient-là. Et une fois que l'ingrédient est intégré dans leur répertoire alimentaire, peut-être proposer une autre recette associée à cet ingrédient. De même, Jérémy parlait de la répétition et son importance. Je me suis aperçue que l'une des recettes les plus acceptées à la Fondation, c'est une recette qui était un peu détachée de la saison. C'était des spaghettis lentilles carottes et qui pouvaient être proposées toute l'année. Là aussi, ça favorise l'acceptabilité par rapport à des recettes trop ancrées dans la saison. Si on propose des nouveaux ingrédients, des nouvelles manières de manger et que les enfants les ont que 2 à 3 fois sur une année, c'est beaucoup plus difficile à intégrer qu'un plat qu'ils peuvent rencontrer un peu toute l'année. Donc il y a beaucoup de réflexions à mener sur le choix des recettes et de leurs ingrédients avec les enfants. Parfois, il suffit d'une erreur à ce niveau-là pour que le plat soit refusé. Et puis pour les légumineuses, du coup, au niveau de ces enfants-là, donc pour les lentilles vertes, c'est assez facile. Ils aiment bien en salade ou cuit, voire même, et ça vous en aurez également dans la formation des idées intégrées dans des préparations du type des muffins, des choses comme ça. Les lentilles corail, les enfants les apprécient beaucoup parce qu'on a fait des tests à ce propos. Et souvent, ils les connaissent pas. Et par contre, attention au fait que lorsqu'elles sont surcuites, elles deviennent vite, ça se transforme vite en bouillie. Pour les pois chiches, les enfants, globalement, n'ont rien contre le goût du pois chiche. Mais attention à la préparation. Si c'est un plat 100% pois chiche, il vaut mieux que ce soit mixé comme dans du houmous, ça passe mieux. Sinon aussi, on leur avait proposé à un moment quelques pois chiches frits sur un plat. Et ça avait été validé également. Vous aurez beaucoup plus de détails, bien sûr, dans la formation. Pour les haricots rouges, comme c'est une légumineuse avec double texture, c'est très très compliqué pour les enfants de les accepter. C'est une texture trop hétérogène. Mais à partir du moment où on les mixe, où on les intègre dans des cakes ou des cookies, etc., ça passe beaucoup mieux. Pour les flageolets, on a effectivement fait des tests également à ce propos. Là aussi, mixé, il passait bien. Par contre, non mixé, les textures sont compliquées à gérer. Et puis pour les pois cassés en purée, ça fonctionnait bien aussi. Donc voilà, donc je suis allée un petit peu vite, mais en fait il y a beaucoup de propositions dans la formation plus détaillée à ce propos, donc n'hésitez pas.
J'en profite pour vous remercier pour l'écoute et tous les enfants qui m'ont fait confiance. C'était passionnant. Ouais, c'était passionnant et ça se sent quand tu nous partages du coup les conclusions que tu as travaillées, retravaillées, optimisées pour être au plus juste et pour offrir toute cette connaissance. Dans le cadre de la formation, je vais vous dire 2 mots désormais sur ça. Visiblement, tout à l'heure, j'ai mal partagé, donc je vais essayer de faire mieux. Je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Est-ce que ça marche si je bouge ? Oui, ça marche si je bouge. Ok. Donc tout à l'heure, ça n'a pas dû s'afficher de cette façon-là. Voilà. Il y a ces 3 outils, mais l'outil sur lequel qui est la nouveauté, l'innovation en 2024, c'est vraiment cette formation en ligne que l'on a travaillé avec une dizaine d'experts, dont Jérémy et Catherine et encore bien d'autres que nous saluons et que nous remercions chaleureusement pour leur investissement. C'est une formation que nous avons voulu gratuite. Nous l'avons structurée autour de 4 unités. Je ne vais pas rentrer en détail, je vais vous copier aussi le lien pour vous connecter sur ce MOOC. Hein, on est sur une plateforme Moodle, donc normalement l'expérience de formation est assez fluide et on est très content. Et merci à Anna dans l'équipe qui a pu travailler sur l'intégration de cette formation. Le module 1 va reprendre tous les fondamentaux de l'alimentation des jeunes en situation de handicap dans un contexte de l'institution. Donc, vous retrouverez Jérémy sur cette présentation. Vous retrouverez des orthophonistes qui viennent éclairer ce qu'est un trouble de l'oralité alimentaire, les spécificités alimentaires des jeunes en situation de handicap, la place du repas en institution. Le module numéro 2 est consacré à l'alimentation végétale. Qu'est-ce qu'on entend par alimentation végétale? Quelle est la différence entre une protéine animale, végétale, les bénéfices des légumineuses, les idées reçues, et puis vraiment se dire d'un point de vue économique, environnemental et nutritionnel qu'on a raison d'aller vers une alimentation plus végétale. Le module 3 et 4, vous allez retrouver beaucoup Catherine avec le module 3 dédié à l'environnement du repas et le module 4 sur le contenu de l'assiette pour aller plus loin par rapport à ce qu'elle a présenté avec brio aujourd'hui. Cette formation, dans sa globalité, elle ne dure que 4 heures, c'est-à-dire ce sont des petits modules d'une dizaine de petites unités d'une dizaine de minutes. Vous avez un quiz à chaque fin de module. Nous vous reverrons un petit macaron qui atteste que vous avez effectivement suivi la formation. À qui elle s'adresse? Donc, elle est gratuite. À qui elle s'adresse? Aux chefs de cuisine, aux éducateurs, aux animateurs, aux directions d'établissement. Pourquoi pas aux parents? J'ai envie de dire à tous ceux que ça intéresse, vu que c'est gratuit. Nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, aux diététiciennes, évidemment, elles sont nombreuses à suivre l'Institut Nutrition. Fondamentalement, il y a des modules sur lesquels elles vont apprendre moins de choses qu'un chef, c'est pour ça qu'elles sont pas cœur de cible. Mais évidemment, sur les modules 3 et 4, elles vont apprendre beaucoup de choses qui seraient très précieux pour chaque diététicien à avoir en tête. Donc, on va rajouter les diététiciens. Les formats du cours sont assez variés. On a de la vidéo, on a des infographies, on a du PowerPoint plus ou moins avec une personne filmée, etc. C'est vraiment une expérience ludique, interactive et apprenante, profondément apprenante. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, les retours, alors on n'en a pas encore beaucoup de chefs qui l'ont suivi, mais je me suis régalée, c'était génial. Et c'est que le module 1, donc quand il va arriver en module 3, il va sauter au plafond tellement il va apprendre des choses. Donc on a à cœur, nous, c'est un peu le point d'orgue de la clôture du projet VGSIM dans lequel on a investi de l'amour, du temps et de la compétence. Et en fait, tout ce travail, maintenant, on a besoin de vous pour que tout ce travail puisse vraiment servir. Et donc, on va essayer d'avoir une communication la plus exhaustive possible. Mais si vous avez, vous, connaissance de groupements de chefs qui travaillent en restauration collective, enfin, n'hésitez pas à solliciter l'Institut Nutrition. En tous les cas, c'est non limitatif. Voilà, le plus de personnes suivent la formation et utilisent nos outils, le plus l'Institut Nutrition et tous les professionnels qui collaborent avec l'Institut Nutrition en seront heureux. Voilà pour les messages clés. Je vais arrêter le partage. Je vais pas encore remercier chaleureusement nos intervenants parce qu'on va prendre quelques questions rapidement. En tous les cas, merci aux intervenants d'avoir respecté excusez-moi,
d'avoir respecté leur timing. Je vois que j'ai une question qui est adressée, je pense à toi, Jérémy. Quand tu as parlé d'interaction vertueuse et de entre la santé et la planète, et interaction vertueuse et complémentarité nutritionnelle, tu as évoqué une consommation raisonnée des légumineuses. Est-ce que tu peux donner une information sur ce qui serait pour toi la juste quantité, ou alors pour les institutions, on se parle de combien de repas végétariens, voilà. Merci beaucoup pour cette question. Elle est très pertinente, précise aussi. Déjà, je dirais qu'il faudrait qu'on nous donne les moyens de pouvoir mettre en place les recommandations en restauration collective. Si déjà on a des galères sur l'approvisionnement, qu'on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là, c'est déjà pas bon signe, et ça devient moins pertinent en fait d'aller sur quelque chose d'aussi précis. Mais bon, l'idée c'était surtout de mettre des nuances sur le discours. Il faut que tout le monde mange végétarien. Et ça me rappelle aussi donc c'est le rapport de l'OMS qu'on retrouve sur l'ONAV. J'en ai parlé à un moment donné dans le webinaire, qui parle. J'avais noté cette phrase. Il disait l'abandon des systèmes de production centralisés et intensifs au profit de systèmes plus diversifiés et intégrés. L'utilisation d'aliments de meilleure qualité, la rotation des pâturages et l'amélioration de la gestion du bétail peuvent tous avoir des effets positifs, tels que l'amélioration de la santé des sols, le piégeage du carbone, une meilleure qualité de vie pour le bétail. Donc, pour répondre, c'est pas une réponse du coup directe parce que j'ai pas des chiffres précis sur le sujet, mais je dirais, est-ce que le curseur, ce serait pas déjà de regarder l'élevage intensif en prenant en compte ce qui est dit là? Est-ce que déjà le fait d'avoir un élevage plus raisonné, qu'il n'y ait pas d'élevage intensif, est-ce que déjà ce serait pas un premier objectif pour aller dans ce sens-là? En termes de quantité, je saurais pas répondre exactement, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont cohérents à aller dans ce sens, et qui sont déjà des bons éléments de réponse, et le sens dans lequel on est sûr qu'il y aura des bénéfices dans tous les cas, autant pour l'environnement que pour la santé. Si je me trompe pas, merci Jérémy pour cette question. C'est souvent, on se parle autour de les recommandations en termes de nombre de repas végétariens. Souvent, ce qui est évoqué, c'est 2 à 3 repas végétariens par semaine. Mais ce que tu dis, toi, c'est que de toute façon, tout effort est bienvenu et va dans le bon sens. Donc, 1, c'est très bien. 2, c'est super. C'est non limitatif, quoi. Et ça, je rebondis aussi sur l'intervention de Catherine qui parlait du végétarisme. Certaines personnes végétariennes qui considèrent que la quiche Lorraine, c'est végétarien aussi. Il y a un gros... Pardon ? Elle n'était pas végétarienne du tout. C'était les parents. Oui, pardon. Les conceptions des personnes, les conceptions d'un repas végétarien étaient qu'il y avait de la viande. Mais parce que dans cette catégorie de flexitariens aussi, parce que finalement, je crois que c'est 24% qui se disent flexitariens, en fait, il y en a qui mangent plus de viande que certains omnivores qui, au final, mangent presque pas de viande. Donc, oui. C'est vraiment de l'autodétermination. C'est-à-dire, je me dis flexitarien, c'est-à-dire que je souhaite faire un effort en faveur. Il n'y a pas vraiment de définition de flexitarisme. Exactement. Et il n'y a pas la notion de fréquence de consommation ni de quantité. C'est vraiment comment moi je me situe. En fait, c'est ça qui est assez, pour des non-experts, c'est un peu perturbant. Une question, merci pour les réponses une autre question. Pour toi, Catherine, tu as évoqué tout à l'heure que les steaks et boulettes végétales toutes prêtes ne fonctionnent pas auprès des jeunes. Est-ce que c'est lié à certaines caractéristiques organoleptiques particulières? Comment tu as compris ça, toi? Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, au niveau ergonoleptique, c'est clair. C'est-à-dire que déjà, pour des enfants qui ont des textures modifiées, les légumineuses, c'est compliqué. Et sur un steak végétal, forcément, il y a une accumulation de textures, donc ça pose problème. Après, on sait aussi qu'en restauration collective, tout ce qui est steak végétaux, etc., souvent, c'est pas toujours les mêmes qualités que ceux qu'on va acheter en individuel. Donc l'affirmation, c'est pas de dire les enfants n'aiment pas les steaks végétaux, ça veut surtout dire que ceux qui on ne leur sert pas cela parce que c'est compliqué au niveau organoleptique, et puis peut-être que ce qui leur est proposé ne sont pas forcément les steaks végétaux les plus appétants. Et puis les enfants ne les recherchent pas. C'est souvent vu de l'adulte. Je le vois aussi en restauration collective ordinaire. L'idée,
je propose un steak végétal pour remplacer la viande, mais en fait, la question se pose pas comme ça. Exactement. Donc, j'intervenais cette semaine dans un salon omnivore avec Nadia Samut, qui est vraiment quelqu'un qui a créé un écosystème autour de son restaurant étoilé dans la Drôme, là. Et qui effectivement, c'est drôle parce que j'ai un peu parlé de végétime, mais pendant cette intervention, mais on revient vraiment à cette notion d'expérience positive et en essayant de ne pas limiter les choses avec des étiquettes. En essayant de dire, en fait, goûte, et t'aimes bien, t'aimes pas, et en fait, alors effectivement, sur les jeunes avec des troubles du spectre autistique, on peut pas y aller comme ça, parce que voilà, ils ont besoin de savoir de quoi, ce qu'on leur propose, mais plus ce sera ancré expérientiel par les sens, par les mains, plus on a de chances qu'il y ait une adhésion. Oui, puis les plats les plus appréciés dans le cadre de cette étude-là n'étaient pas des plats où on avait absolument voulu qu'il y ait une représentation de viande dans l'assiette. Pas du tout. Tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Une question aussi intéressante, et c'est de ta compréhension, si tu devais répondre à cette question, y a-t-il un nombre d'ingrédients maximum à ne pas dépasser pour un plat global, en fait, peut-être, mais en tout cas, peut-être dans un cadre d'un plat végétarien, pour assurer une meilleure acceptabilité? Est-ce que trop de texture? Est-ce que c'est la question de la texture? Est-ce que c'est la question du nombre d'ingrédients? Alors, il y a la dimension de la texture. Donc, si je mets par exemple carottes, pommes de terre, navets, au-delà du fait que certains enfants puissent avoir du frein sur le navet, on est d'accord, mais c'est des textures très similaires. Oui. Par contre, si à côté je rajoute une aubergine non pelée, qui plus est, on voit bien que là c'est plus la même logique. Donc il faut vraiment vérifier cette donnée-là. Si au niveau des textures on rajoute des légumes, on voit bien que si on démultiplie les légumes, le risque là aussi de frein et d'acceptabilité de la recette risque d'être plus limité, puisque les enfants en France en tout cas ont plus de problématiques à intégrer les légumes. Et également, comme je parlais des intitulés, comme l'intitulé doit être un petit peu précis par rapport à ce que contient le plat, moins on en met, moins l'intitulé est long. Parce que sur des enfants en situation de handicap, si on met 4 légumes plus un féculent, une légumineuse, on l'a fait dans les tests d'ailleurs, ils enregistrent pas tout ça. Et voilà. Donc l'idée, c'est effectivement moins d'ingrédients, des ingrédients qu'ils connaissent et à chaque fois une texture cohérente. Très bien. Peut-être dernière question. Souvent on tient le timing, mais là ce webinaire il était assez ambitieux dans son dimensionnement. Quel degré d'utilisation des épices est-ce qu'on a testé dans le cadre de végétime, et qu'est-ce que tu as remarqué sur ce que ça peut apporter pour aider l'acceptabilité des légumes secs? Alors, en ce qui concerne les épices, c'est vrai que on en parle dans la formation. C'est certainement ce qui est plus compliqué à doser, surtout au niveau collectif, parce qu'en fait, les enfants aiment bien qu'il y ait un petit peu de goût, mais assez vite, on peut dépasser leur niveau de trop fort, trop piquant. Donc, c'est assez compliqué. Par exemple, ce qui fonctionne bien, ça va être tout ce qui est curry. Le sauce au curry, les chefs m'ont tous dit, c'est quelque chose qui passe bien. Mais en plus, ça met souvent un peu de crémeux. Et les enfants d'aujourd'hui souvent connaissent et apprécient cela. Après, la difficulté de l'épice, c'est que là encore, en fonction de l'alimentation à la maison, le niveau d'épices est différent. On avait un certain nombre d'enfants, il y avait quelques enfants, notamment, j'ai interrogé leurs parents, qui étaient d'origine maghrébine, enfin leurs parents, et du coup, les parents avaient tendance à épicer un peu plus, donc il y avait une habituation qui va être différente aussi d'un enfant à l'autre. Donc c'est peut-être ce qui est le plus difficile à gérer en restauration collective. Un peu de goût, mais pas trop. Je dirais qu'il vaut mieux un peu moins que trop. Ouais. Et ce serait juste pour ajouter 2 petites choses en lien avec le public en situation de handicap sur les textures et sur les épices. Sur les textures, par rapport au nombre de textures dans un même plat, je prends un cas qu'on a plusieurs cas qu'on a dans une structure où il y a même le chef qui fait des ratatouilles avec les légumes complètement séparés. Donc, il n'y a aucun mélange de texture ou de couleur dans la même assiette. Donc, vraiment, c'est en fonction du public, mais oui, le moins de texture possible, en tout cas, parce que le mélange de texture peut être très dérangeant. En lien avec, du coup, c'est surtout les hypersensibilités au niveau de la sphère buccale, entre autres.
Et du coup, la même chose avec les épices. Il y en a qui sont très sensibles aux épices et pour qui même l'odeur d'épices va être très dérangeante. Et pour d'autres, il va falloir mettre énormément d'épices pour qu'il y ait vraiment ces arômes qui ressortent et qu'ils puissent ressentir quelque chose. Donc c'est en tout cas vraiment dans le secteur du handicap, ça va être très personne dépendant pour ce qui est du spectre autistique en tout cas. Et là, c'est vraiment une question de chef, et il n'y a pas de chef là, mais comme on a dit que c'était intéressant d'avoir ce geste de je choisis et je finalise est-ce qu'on peut imaginer mettre des épices en libre service pour que ça s'adapte, qu'on en mette plutôt pas trop et qu'on puisse renforcer, mais normalement ça se cuisine, on les utilise plutôt à chaud, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est la difficulté, c'est qu'effectivement, est-ce que si ces épices-là ont un intérêt a posteriori, une fois que la recette est cuite, pourquoi pas. Mais c'est plus compliqué qu'une salade composée où je peux rajouter soit du crouton, soit du jus. C'est ça. Exactement. Bon, il y a des expérimentations à faire quand même. J'essaierai, moi, de mettre de l'épice a posteriori. Merci, il y a une grande adhésion. En tout cas, il y a beaucoup de remerciements de personnes qui ont assisté au webinaire. Maintenant, les condiments en libre service, ça, c'est vraiment aussi une best practice. Je pense qu'il faut vraiment inciter les prestataires de restauration collective à systématiser cette pratique de façon à ce que chacun puisse venir apporter sa touche personnelle. Merci d'avoir été présents, nombreux et intéressés. On compte vraiment sur vous pour faire parler du webinaire. Moi, je vous mets le lien pour vous inscrire à ce MOOC. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des remarques ou des questions concernant les modalités de participation, mais a priori c'est très très simple. Donc, mais on est à votre écoute. Merci à Catherine et à Jérémy pour leur intervention de qualité ce matin, et à bientôt à chacun de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi et bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.